Précédemment, je vous évoquais les promesses que laissait présager l'effondrement du bloc soviétique et l'avènement d'une Russie indépendante. Une question anime alors le rouge de mes lèvres. Que reste-t-il de ces promesses? Une problématique avec son lot de réponses factuelles et de destins hasardeux. En 1991, le rêve d'une URSS démocrate, sociale, où les libertés individuelles sont respectées, s'écroule. L'avènement d'une indépendance plus prononcée des pays satellites soviétiques et d'une solidarité entre eux dans une Europe de l'Est unie n'est plus. Peut-être que cette destinée-là, comme Gorbatchev, vous l'auriez souhaité. Et un certain Boris Yeltsin profitera de la faiblesse politique de son ennemi juré pour précipiter l'effondrement du bloc soviétique et de ses sociales utopies. On ne peut réduire cet état de fait au simple affrontement Yeltsin-Gorbatchev. Les puissances occidentales n'ont pas souhaité donner au président de l'URSS les moyens de réussir ces réformes révolutionnaires d'alors, orientées autour de la perestroïka et de la glasnost, avec en point de mire la tentative d'un marxisme capitaliste. Scellant par la même occasion, à cet instant-là, le destin de Catherine la Grande de Russie. Aucun honneur, aucune fierté dans ce choix délibéré des pays occidentaux, France, Allemagne, Angleterre, États-Unis en tête, de se débarrasser d'un Gorbatchev souhaitant bâtir une démocratie sociale et fédérale dans une URSS qui aurait pu gagner en puissance, tant matérielle que spirituelle. Tout cela dans le but de leur permettre un contrôle plus facile de la nation de Dostoïevski, qui se renferme depuis sur elle-même et perd en influence géopolitique dans le monde. Ces autres puissances du planisphère, dont les acteurs politiques se permettent aujourd'hui de dénoncer la tyrannie des dirigeants russes à l'encontre de son peuple, et qui, en ce début d'année 2014, osent s'insurger contre l'annexion par la Russie de la région ukrainienne de Crimée, qui probablement s'ensuivra de celle de deux autres régions situées à l'extrême est de l'Ukraine. Quelle légitimité ont les puissances occidentales et leur bienséance pour oser condamner une dictature qu'elles ont eux-mêmes permise et souhaitée, dans le but de pouvoir mieux contrôler le paysage russe au début des années 90? Aberrant, vide de sens, un signe d'oubli géopolitique, un désaveu de la réalité historique récente de ces éléments majeurs lancés à l'encontre de tous les Russes, de tous les Ukrainiens, de tous les Européens, de tous les Américains. La dictature d'Helsinki dure jusqu'à la fin des années 90. Au début des années 2000, Vladimir Poutine prend les rênes de la nation russe. Il reste certes dans la lignée politique d'un Helsinki, dans une configuration de régime tyrannique, mais y ajoute un surplus de torpeur et une image des plus sombres, relayée par une information, une médiatisation encore plus présente. Surtout en comparaison à l'amateur journalier de vodka qu'était Boris, lui octroyant un visage des plus joyeusement sympathiques. Tous deux ont néanmoins un grand point commun. Des requins qui n'hésitent pas, dès qu'ils en ont la possibilité, à expulser tous ceux qui se dressent sur leur chemin. Vladimir Poutine, ancien agent des renseignements rouges couleur sang, qui depuis son arrivée au pouvoir de la mère Russie, mène une politique dictatoriale, refermant ses frontières et renfermant son peuple dans ce bol ultra contrôlé. Un espace où les libertés individuelles se font rares, puisque la répression fait rage dès lors qu'on remet en cause, qu'on s'oppose aux planifications du pouvoir. Ce qui engendre, avec une déconcertante facilité, la naissance et la consolidation d'un État policier au pouvoir, avec pour armes censure, bourrage de crâne, censure médiatique, arrestation et emprisonnement. Des mises à feu, des mises en garde à l'encontre de toute âme prônant son désaccord avec l'ordre établi poutinesque, qu'elle soit journalistique, associative, politicienne, artistique, activiste. La tension et la torpeur règnent dans le paysage russe et se propagent à l'intérieur de ses frontières. Le renouveau de la religion chrétienne orthodoxe, illustré par ses baptêmes et affluences massives dans ses églises, égarées lors des périodes communistes du siècle passé, confère la gérance de ce pays d'une main de fer, d'un contrôle permanent de son atmosphère.
Les discours des repères sociétaux les plus visibles et écoutés, que représentent les politiciens au pouvoir, les hommes d'église inspirent la xénophobie qui se diffuse au sein de groupes d'extrême droite, fascistes adulant Hitler. Concrètement, cela s'illustre par le dénigrement, la délation, la torture et les blessures mentales en physique menées contre les homosexuels, les supposés drogués ou petits consommateurs de drogue, les millions d'immigrés venant chercher du travail en Russie et vivant dans des conditions d'insalubrité. Ces groupuscules sont bien organisés, et le nombre de leurs membres et de leur soutien au sein même du peuple russe s'amplifie depuis quelques années. Aujourd'hui, ils ne se cachent plus, ils filment même leurs actes simplistes, antisémites, qu'ils diffusent quotidiennement sur Internet via YouTube. Régulièrement, de petits groupes de frustrés, niaiseux, se prenant pour des justiciers alors qu'ils ne sont pas en mesure de connaître la signification de ce terme, se rendent dans des caves d'immeubles, dans des endroits à l'aménagement improvisé avec les moyens du bord, par des immigrés étrangers fraîchement ou non débarqués en Russie, pour y trouver une rémunération qu'ils ne pouvaient obtenir dans leur pays d'origine. Qu'ils délogent sans scrupule, comme si leur action était légitime, comme si on leur donnait le droit de croire en cette vérité-là, qui les rassure certainement, et ils en usent comme des enfants. Qu'il s'agisse de jeunes êtres, de femmes enceintes, de vieillards, rien ne les arrête. Les responsables de ces mouvements gonflent même leur rang avec des mineurs, en leur demandant, le soir venu, de s'en prendre à des personnes définies ou non, dans le but de leur faire peur, de les tabasser, pour qu'ils s'exilent de Russie et soient arrêtés, souvent pour des motifs erronés de non-papiers ou de possession de drogue. Ces âmes infantiles qui, en cas de rares arrestations par la police, ne peuvent être jugées n'étant pas majeures. Eux, ils ont cette fierté si pauvre de croire que leurs agissements consistant à épurer les immigrés ne pourront qu'apporter un mieux-être à leur nation. Ce qui signifie qu'ils n'ont aucune connaissance du présent ou curiosité historique, ils sont instrumentalisés par la haine, par la terreur et les non-repères régnant dans la société russe. Des moutons que la police russe non seulement tolère, mais soutient ouvertement ou par son silence. En effet, ce ne sont pas les âmes insultant, délogeant, réprimant, battant parfois à mort, les êtres qu'ils jugent anormaux qui sont arrêtés, jugés et condamnés. Ce sont les victimes de ces actes faciles, ignorants, déshonorants, qui sont appréhendés par les services de l'ordre. Ainsi, la stigmatisation et le jugement de ce qui est autorisé ou interdit ne séjournent pas uniquement dans les tribunaux russes, mais en chaque citoyen russe. La situation ne peut que gagner en horreur, puisque les dirigeants des institutions politiques, religieuses et les oligarques alimentent cette situation, la cautionnent même pour la plupart d'entre eux. Par conséquent, le héros du régime russe, le héros, qui est-ce ? Un mot se détache du système féodal mis en marche par l'ex-agent soviétique du KGB, Vladimir Poutine. Le contrôle. Car le contrôle de l'esprit, c'est le meilleur moyen de rester au pouvoir, mais aussi de le consolider. Et chaque élément, qu'il soit matériel ou humain, échappant à ce contrôle est soit détruit, soit reconverti en adjuvant d'un bien triste conte, écrit par un homme brillant. Voyez-vous ça ? Un bien sombre conte écrit par un brillant écrivain, et applaudi par les citoyens russes. La stratégie mise en place est d'obliger le peuple russe à s'attarder sur la luminosité de leur chef d'État en développant un culte de sa personnalité, méthode bien connue sous les ères staliniennes et hitlériennes. Les médias relatent donc des images, des interviews, des récits dans lesquels Vladimir Poutine s'essaye à de nombreuses fonctions du paysage russe. On l'aperçoit dans les airs, piloter un avion, en mer, dirigeant un sous-marin, sur terre, participant à des danses traditionnelles russes ou jouant au hockey sur glace. Et ce, dans le but de faire jaillir, dans les yeux de ses citoyens, des sentiments de sympathie, de courage, d'intelligence, en somme des signes de popularité au beau fixe, rassurant le peuple et assurant la poigne du pouvoir à Poutine et ses proches collaborateurs. Ainsi, la majorité du peuple russe, conditionné, privé de liberté,
n'a pas les moyens de comprendre, de s'exprimer sur la dangerosité du conte qu'il aurait proposé. Et chacun sait et sent que remettre en cause la politique de Poutine peut engendrer des arrestations, des chantages, des ultimatums menaçants, des emprisonnements. Alors à quoi bon pointer du doigt le régime russe quand on vit sur les terres de ce régime délétère? Encore et toujours ce terme contrôle revenant au galop. Le contrôle, c'est aussi l'argent. Étant donné que l'argent règne sur le monde humain, Poutine et ses collaborateurs mettent tout en œuvre pour régner sur l'argent. Leur but consiste à faire en sorte que les oligarques privés russes s'engagent à devenir des oligarques au service de l'État. Pour ce faire, le gouvernement russe use et abuse de menaces de mort verbales, messagères puis mortelles. En d'autres termes, deux choix se distinguent pour ces richissimes hommes d'affaires-là: accepter le joug, la dominance de Poutine, ou bien s'exiler très rapidement. Et quand je vous parle d'État policier russe, il faut bien savoir que pour qu'un État policier fonctionne, il lui faut des ennemis intérieurs et extérieurs. Les ennemis intérieurs de la Russie sont tous ceux qui contestent la dictature de Poutine et revendiquent leurs libertés individuelles ou nationales, c'est-à-dire l'indépendance de la presse, des partis politiques, de la justice, de la création artistique, de la Tchétchénie, auxquels s'ajoutent les immigrés considérés par une partie de la population comme des troubles faits s'adonnant à des trafics de drogue et squattant des taudis dans des sous-sols d'immeubles ou de résidences de citoyens russes qui ne leur appartiennent pas. Ô vilains immigrés, ô niaiseux simplisme russe! Quant aux ennemis extérieurs, ce sont toutes les nations qui gênent ou gêneraient Poutine dans son souhait d'une grande et puissante Russie, et remettraient en cause les rouages de son règne de torpeur. En termes de géopolitique, Poutine Ier utilise ses immenses ressources gazières, dont les oléoducs traversent l'Europe de l'Ouest en passant par l'Asie centrale, l'Asie de l'Est, et le développement de son arsenal militaire en nucléaire pour avancer ses pions sur l'échiquier mondial, et en faire un moyen de pression suffisant pour qu'on lui laisse un champ d'action libre. Le pouvoir en Russie est donc une assiette au goût d'État policier, utilisant les rouages de contrôle communiste et fasciste, avec une bouteille aristocrate, vidée de la réalité du peuple, s'identifiant à l'époque de l'empire des tsars et tsarines. C'est tout naturellement que jaillissent des terres en vigne, des corps politiciens, ni dans le réel ni dans l'imaginaire, aux extrémités financières oligarques, une drôle de peinture au pinceau couleur, corruption devanture. Pour finir, et sans changer de méridien, ave à toi au Greenwich, je vous confierai des données traitant de l'histoire d'antan et des tensions qualifiant la nation ukrainienne en ce début d'année 2014, loin d'être achevé. J'ai aussi cherché des sonorités russes, j'ai pu trouver de nombreux styles de musique. Malheureusement, beaucoup m'ont semblé aseptisés au vent de la bienséance et de la censure. Je vous laisse tout de même en compagnie. Alors, tout d'abord d'un morceau des Pussy Riot. Ça signifie émetteur de chatte en anglais. Donc, le morceau est intitulé Vladimir Lights Up the Fire. Autrement dit, Vladimir Poutine allume les braises. Un groupe de punk rock russe, féministe, peut-être un jour masculiniste, autant chercher un juste équilibre, formé en 2011. Le collectif organise des performances artistiques non autorisées pour promouvoir les droits des femmes en Russie, et en 2012 pour s'opposer à la campagne présidentielle du Premier ministre Poutine. 3 d'entre elles sont condamnées le 17 août 2012 à 2 ans d'emprisonnement en camp de travail pour vandalisme et incitation à la haine religieuse. Ensuite passera un morceau du groupe de dub français Métastase en collaboration avec un collectif de dub russe, Dub TV, et le morceau s'intitule No Frontiers. Et enfin, pour finir, un extrait du trio pour piano d'un compositeur russe du XXe siècle, Tchaïkovski, de son nom, d'inspiration occidentale,
une pièce musicale dédiée à un de ses amis décédés. Щеки, как руки живот. Нас нельзя закупорить ящик сигачих, нет нам лучше чаще. Путин зажигает костры революции. Ему скучно и страшно с людьми в тишине. Приказ на него, то гнилая рябина. Что не срок много лет, то предмет для полюции.
Cause we got situation. Cause we got situation.